Annette, tu peux revenir sur la question, mais là je ne le retrouve pas dans les tweets. Bon, j'ai entendu la question. Oui. Je pense qu'il a... Comment les ministres ont acquis ces domaines? Parce que nous avons vu quand même plusieurs ministres sur le terrain qui ont fait des hectares. J'ai vu par exemple le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Éducation, on a vu le président par exemple. C'est la question de bienvenue. Vous êtes chez vous, merci d'être là. Merci beaucoup et bonjour. Oui. Les ministres n'ont pas acquis les terrains. La question plus appropriée aurait été comment les ministres ont obtenu ces terrains. L'acquisition, c'est devenir propriétaire des terrains. Donc, ils n'ont pas d'information que les ministres soient propriétaires ou pas de ces terrains. Avant que le président de la transition, le chef de l'État, n'instruise les ministres à s'investir dans l'agriculture, j'avais déjà pris un communiqué informant tous les Guinéens que l'État dispose des terres partout qui ne sont pas utilisées pendant des décennies et que nous voulons que les Guinéens s'intéressent à ces terres-là pour cultiver, pour qu'elles y restent d'elles-mêmes comme ça, non exploitées. Il y a des domaines de 20 000 hectares, je parle de 20 000 hectares qui appartiennent à l'État, qui sont restés 10 ans sans être exploités. Des domaines de 5 000 hectares, de 3 000 hectares partout dans le pays. Donc moi, je suis très content que certains viennent prendre 50 hectares déjà pour commencer à utiliser ces terres et contribuer à la production dans notre pays. La réponse est claire, ils ne sont pas propriétaires terriens, ils sont venus travailler sur les domaines de l'État. Pas du tout, c'est des baux, ce sont des baux qui sont ouverts à tous les Guinéens. J'avais invité les médias pour leur dire de se mettre. On peut bailler? Bien sûr. Je vous avais invité. Non, et les baux, ça ne demande pas d'argent. Le président de la transition a un soutien complet pour l'agriculture. Les baux des domaines agricoles ne demandent pas d'argent, c'est gratuit. Il faut juste cultiver. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde, y compris les citoyens? C'est ce que j'ai dit. J'ai fait un communiqué pour tous les Guinéens. Et j'ai rencontré la presse quand même. J'ai demandé aux médias de se mettre ensemble. On leur donne les terres. On les aide à avoir des facilités pour avoir les machines. Si Espace veut faire 50 hectares, 100 hectares l'année prochaine, je vous assure que nous allons non seulement vous aider à avoir les terres, nous allons aussi vous aider à avoir les équipements agricoles. Merci bien, beaucoup, le ministre Mamadou Nanyale Mbari. Le temps est donné. Merci à cette année pour la lecture des messages. Merci beaucoup, nous madame. Vous attendons à 11h. Et j'attends votre demande de terres. Avec plaisir. L'émission continue dans un instant sur Espace TV. L'agriculture ce matin, les campagnes agricoles ne permettent pas encore d'accroître la production nationale. L'engagement des autorités de la transition était de faire mieux que le régime déchu en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Sont-elles sur le bon chemin? Ce n'est pas sûr. Plusieurs acteurs du monde agricole se plaignent de n'avoir pas reçu à temps les quantités d'engrais nécessaires pour préparer les sols. Au même moment, le secteur avicole a été frappé, il faut le rappeler, par la grippe aviaire qui a vidé de leur contenu une centaine de fermes dans les préfectures de Koya et Forêt-Karia. Quelle politique agricole pour la Guinée? Nous posons la question ce matin. Question posée au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mamadou Nanyale Mbari. Vous l'avez entendu, il est déjà installé dans ce studio. La Fédération guinéenne de football en crise. Les travaux du comité de normalisation mis en place par la FIFA ne rassurent pas tous les acteurs. Entre suspicion et constat réel, deux camps se livrent une bataille autour de la gestion des instances nationales du sport roi. Et les proches du ministre de la Jeunesse et des Sports ne sont pas épargnés. Il est reproché à Lansana Beya Diallo de préparer l'arrivée de son frère Mamadou Chérif Diallo à la tête de la Fegifoot. Au terme de la période transitoire, tenez-vous bien, le frère en question, il prend la parole chez nous, il brise le silence dans les grandes gueules. Et puis humanitaire, nous parlerons des préparatifs de la 5e édition du Orphans Day, la journée des orphelins, un événement humanitaire destiné à offrir une journée de bonheur aux enfants vivants dans 22 orphelinats avec Ablaye Chiplo Diallo. Il est le coordinateur de Guinée Events. Il sera avec nous vers la fin de l'émission. Ici, on ouvre le débat avec vous, Jacques Léwa Leno. Le ministre est avec nous. Encore une fois, monsieur le ministre, bienvenue chez vous, bienvenue chez les grandes gueules. Merci. Bien, allez-y. Alors, monsieur le ministre, bienvenue. On va avoir un entretien autour des secteurs de l'élevage et de l'agriculture. On va commencer par l'agriculture, justement. C'est autour de la campagne agricole. La campagne agricole que votre département pilote. Je voudrais de manière très simple que vous nous définissiez ce matin. C'est quoi la campagne agricole? C'est quoi une campagne agricole? Merci beaucoup. Une campagne agricole, c'est l'ensemble des activités que l'État et les acteurs ruraux mettent en œuvre pendant la saison régulière de production agricole
pour améliorer la production, la productivité. Et ce n'est pas un terme utilisé partout dans le monde, parce que dans certains pays, ils sont toujours en campagne. La production est régulière, c'est sur toute l'année qu'on fait la production. Mais comme dans les pays comme le nôtre, la production est concentrée sur 6 mois. Les 6 autres mois ne sont pas utilisés totalement pour produire. Donc les efforts qu'on met en œuvre, oui, exactement, les efforts qu'on met en œuvre pendant cette période de 6 mois-là, pour bien produire, améliorer la productivité, ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle ici campagne agricole. De manière claire, ces activités concernent quoi exactement? Et c'est quoi la partition de l'État? Et je pense que le rôle principal de l'État, c'est de s'assurer que tous les agriculteurs font leur travail dans les conditions optimales selon les moyens de l'État. Et dans un État comme le nôtre, on n'a certes pas l'obligation de faire les choses, mais nous avons la responsabilité de les faire. Nous avons la responsabilité de nous assurer que les agriculteurs ont les intrants à temps et en bonne qualité. Nous avons la responsabilité de nous assurer que la mécanisation est là pour les agriculteurs. Nous avons la responsabilité de nous assurer que le conseil agricole est là, l'information est là sur les itinéraires techniques des différents produits agricoles. Donc quand la campagne vient, effectivement, il faut se battre pour les intrants. Donc les intrants commencent par les engrais que tout le monde connaît. Il y a aussi les semences, il y a aussi les herbicides totaux et les herbicides sélectifs qu'il faut s'assurer de la présence sur le terrain. Ensuite, quand c'est sur le terrain, il faut s'assurer que les gens peuvent préparer les sols. Préparer les sols, c'est labourer. Donc, il faut des tracteurs, il faut des motoculteurs. C'est la responsabilité de l'État de s'assurer que ces choses sont dans le pays à des prix abordables. Et en plus de ça, maintenant, quand les activités culturelles commencent, il faut donner l'information. Parce que la nature est contraignante et elle n'obéit qu'à ses propres règles. Donc si tu dois s'aimer en mars et que tu attends juin pour s'aimer, ta production est foutue. Et c'est aussi la responsabilité de l'État de donner le conseil agricole et pour que les gens puissent avoir accès à ces informations. Je vais peut-être, si vous permettez, poser la question de précision sur ce détail autour de la campagne agricole. Donc, ce que vous nous dites ce matin, vous vous assurez que ceci est là, vous vous assurez que ça commence, vous vous assurez que les tracteurs, les motoculteurs, en tout cas tout ce qui peut permettre la mécanisation soit dans le pays, mais vous n'investissez pas. Oui, quand je dis que l'État s'assure, ça peut être de plusieurs manières. Ça peut être l'investissement direct, il achète, soit il vend. C'est quoi le cas? Ce qui se passe avec vous. Ce qui se passe, ça c'est une bonne question. C'était bien d'ajouter ça, ce qui s'est passé et ce qui se passe. Ce qui se passe avec le CNRD, c'est que nous avons compris que l'État n'est pas un bon producteur. L'État doit arrêter de produire, il doit faire produire. Donc avant, on achetait des tracteurs, on les louait nous-mêmes ou on les utilisait nous-mêmes pour cultiver. Les 100 tracteurs que le président de la transition nous a donnés l'année passée, on a vendu 50 à crédit aux populations avec un mécanisme approprié. Si vous voulez un tracteur qui coûte 330 millions, vous payez le tiers de la valeur des tracteurs. Donc, on signe un contrat avec le Fonds de développement agricole sur les 2 tiers restants. Nous mettons un tracker GPS sur ton tracteur qui nous dit où se trouve ton tracteur, est-ce que ça travaille ou ça ne travaille pas. Et l'obligation que tu as, c'est d'abord rembourser les 2 autres tiers sur 2 à 3 ans et faire travailler le tracteur. Parce qu'on a un tracker GPS là-dessus, si ça ne travaille pas, on va le savoir, on ira prendre le tracteur et on le donnera à une personne qui va le faire travailler. Parce que nous, ce que nous cherchons, c'est que ça travaille, ça sert le pays. Donc les tracteurs qu'on a achetés sous l'ère du CNRD sont vendus à crédit de cette manière aux populations. Il y a environ 60 personnes qui ont eu des tracteurs comme ça l'année passée. Et le reste? Le reste, l'État a des centres de production de semences, qu'on appelle centres sémenciers. L'État a des centres de recherche. L'État a des écoles d'agriculture, telles que Farana, telles que Koba, telles que l'IRAG. Donc tous ces centres-là ont reçu un tracteur à crédit. Donc ils ont signé des contrats, on leur a donné des tracteurs, ils doivent travailler. Et le ministre Alpha Bakar m'a envoyé des images la semaine passée. Certaines des écoles d'agriculture relèvent du ministre Alpha Bakar, on leur a donné des tracteurs, il m'a envoyé des images pour nous dire qu'ils seront capables de rembourser l'argent du tracteur. On est en train de sortir carrément de l'agriculture de subventions exagérées, de l'agriculture de dons. On subventionne
certains intrants, mais quand on subventionne pour tout le monde. Parce que tant que l'octroi des subventions relève du pouvoir discrétionnaire du ministre, il en fait un instrument politique. D'accord. On sort carrément de ça, on en fait plus. Avant d'avancer dans le débat, moi je veux bien avoir des chiffres. Aujourd'hui, c'est quoi la capacité de la Guinée? Parce que je me rappelle d'une lecture, je n'ai pas les chiffres, lorsqu'on parlait des terres arabes, il y a un expert qui, dans une interview que je suivais, je ne me rappelle pas aussi des chiffres, qui disait que ce qui était estimé était même moindre par rapport à ce dont on dispose. Je veux également des chiffres par rapport aux agriculteurs. Est-ce que vous avez fait un travail d'identification pour savoir ce qu'on a aujourd'hui des agriculteurs simples, ceux qui ont de grands champs? Est-ce qu'il y a ce travail qui est fait d'abord avant que l'État n'investisse? Parce qu'après, si on n'a pas des données, c'est difficile d'aider. Merci beaucoup, très pertinent. L'État a fait des activités essentielles pour avoir des informations fiables sur le secteur agricole. Le premier, c'est un recensement du foncier au niveau national. On a utilisé des techniques satellitaires pour savoir exactement la Guinée dispose de combien d'hectares de terres arables. Parce que les informations qu'on avait, c'était 6 200 000. Et je travaille encore à l'APIP. C'est nous qui vendions la Guinée. Ces chiffres-là, on nous demandait quelle est l'origine de ces chiffres. Personne ne connaissait l'origine parce que c'était une estimation un peu fallacieuse qu'on utilisait tout ce temps. Donc on a fait une étude avec des images satellitaires, avec de la géomatique. Et on a eu que la Guinée a 13,7 millions donc d'hectares de terres arabes. Carrément soit 2 fois plus, soit plus de la moitié de la Guinée. Ça veut dire qu'on a au moins 1 hectare pour chaque Guinéen pour cultiver. Donc ces études sont sorties. On a communiqué en Conseil des ministres pour dire aux gens que désormais, il ne faut plus utiliser l'ancien chiffre, le vrai chiffre, obtenu à partir des données satellitaires, c'est 13,7 millions d'hectares de terres arables. À côté de ça, on a aussi fait le recensement national de l'agriculture et de l'élevage, le RNAE, de la manière dont on fait le recensement pour les humains. On a fait le recensement aussi pour les animaux et aussi pour les personnes qui exploitent ça. Donc les résultats de ces recensements aussi sont disponibles au niveau national. On a une idée de combien d'agriculteurs on a, combien d'éleveurs on a, du cheptel, où ça se trouve. On a aujourd'hui des informations plus précises et on peut vous distribuer les bulletins sur ces informations. C'est pas disponible sur Internet. C'est disponible sur le site de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires. Mais au niveau du département, parce que souvent on a des difficultés lorsqu'on veut des données. Au niveau du département, est-ce qu'il y a un site aujourd'hui dont vous disposez pour qu'on ait toutes ces données lorsqu'il y a besoin? Oui, exactement. L'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires est un EPA, relève du département. Tout est sur le site de l'agence, donc sur le site du département. Voilà, alors monsieur le ministre, moi je veux bien, j'apprécie bien cette campagne que vous lancez, mais à pousser un peu les échanges avec certains experts, on dit que le vrai problème se situerait au niveau du paradigme même. Parce qu'il faut sortir de l'agriculture de subsistance vers l'agriculture de marché. Et cela passe par un renouvellement générationnel même dans la pratique, dans la façon de faire l'agriculture, dans le fait de professionnaliser même le métier. Alors vous avez une année pratiquement à la tête de ce département-là. Alors qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Merci beaucoup. Je pense qu'il faut faire les deux. Il faut faire l'agriculture familiale et l'agriculture commerciale. Comme dans tous les pays du monde, il ne faut pas abandonner l'une pour l'autre. Dans un pays comme la Guinée, aujourd'hui, il faut le rappeler, près de 2/3 du riz consommé en Guinée est produit par les Guinéens. Les gens croient que nous importons tout le riz que nous consommons. Le riz local. Oui, le riz local fait les 2/3 de la consommation de la Guinée. Ce riz local est produit par qui? Par les petits exploitants. Les tomates que vous voyez dans les marchés, les oignons que vous voyez, ce sont les petits exploitants qui les produisent pour nous. Donc nous sommes autosuffisants au moins à plus de 65%. Nous nous nourrissons nous-mêmes. Les œufs que vous achetez, les poulets, certains œufs que vous achetez, ce sont nos gens qui le font dans les zones rurales. Donc ces gens-là, on ne peut pas les oublier. On va les aider à améliorer leur activité de production. Donc pour soutenir ces petits producteurs-là, ils n'ont pas toujours besoin de tracteurs parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un tracteur. Mais ils peuvent au moins acheter un motoculteur qui coûte 15 millions. Quand ils mettent 5 millions, on peut leur donner ça. Ils peuvent louer un tracteur. Donc l'État a un service de location de tracteurs. La location pour un hectare coûte sur le marché 1 million. Si l'État n'intervient pas, mais avec l'intervention de l'État, ils peuvent avoir ça à 600 000. Donc si tu as 10 tracteurs avec 6 millions, si tu as 10 hectares avec 6 millions, tu as fini de labourer. Nous avons aussi mis en place un système de GPS pour suivre ces machines, parce que ces machines étaient tous
toutes parquées dans le pays. Ça ne fonctionnait pas pour des problèmes de batterie, pour ces petits problèmes. Aussi parce que les recettes... Vous voulez dire que c'est des machines qui étaient là avant la prise du pouvoir par le CNRD? Oui, bien sûr. Mais qui ne travaillaient pas? Oui, une très grande partie ne travaillait pas. Quand j'ai parlé la première fois d'achat des machines, le président était contre parce qu'il s'est rappelé encore des machines abandonnées de l'État qu'il voyait à Forêt-Caria. Qu'on voyait dans toutes les préfectures, des machines de l'État jetées, abandonnées parce que c'était pas entretenu. Oui, mais c'était pas entretenu parce que les recettes ne venaient pas à l'État. Donc là, quelqu'un il fait travailler la machine pendant une semaine. Toi, tu es à Conakry, il est dans une zone rurale, il dit que la machine est en panne. Tu n'as pas de moyen de le savoir. Rien que la semaine passée, nous avons suspendu le chef d'un centre de prestations agricoles parce qu'il a sorti une machine. On lui a dit il y a une machine qui est sortie. Il dit que la machine n'est pas sortie. Il a continué à mentir pendant qu'on lui a dit qu'on a mis des trackers sur la machine. Sauf qu'on l'a appelé, on lui a dit voilà la machine, tu l'as dans telle zone. Il y a telle chose à côté de toi. La machine a fait tel nombre de kilomètres. Et effectivement, les données satellitaires, j'ai même les images dans mon téléphone, on l'a suspendu. Donc les recettes sont versées automatiquement sur un compte Mobile Money aujourd'hui. Et les machines, les mouvements sont suivis. Ça nous permet de contrôler le carburant, ça nous permet de faire tout ce qu'on peut faire. Donc, et la moisson et la préparation du sol, l'État a des machines pour faire des locations. Nous en avons acheté quelques machines de moisson parce qu'il n'y en avait pas assez de machines de moisson pour compléter les anciennes machines qu'on a trouvées en place. Et on a fait venir l'usine même qui a produit ces machines pour faire l'état des lieux des machines pour les réparer. Et aujourd'hui, le parc commence à se porter mieux. Voilà, monsieur le ministre, pour aller même dans le même sens, parce qu'au temps de l'ancien régime, il y avait plus de 37 millions, ce qu'on nous apprend, de dollars qui seraient investis dans le secteur agricole. Mais moi, ma question, souvent, certaines machines étaient achetées, c'était pas forcément adapté aux réalités de notre pays ou parce qu'on n'avait pas forcément la main d'œuvre ou les personnes qualifiées pour entretenir ces machines-là en termes de pièces de rechange, par exemple. Est-ce que aujourd'hui, dans les nouvelles machines que vous avez achetées, notamment des tracteurs que vous voulez mettre à disposition, est-ce que ces facteurs-là, vous en avez tenu compte? Oui, dans nos achats aujourd'hui, au niveau du ministère, la première chose qu'on demande, c'est des garanties. Nous achetons des tracteurs. Les tracteurs qu'on a, les 100 nouveaux qu'on a mis, c'est avec 2 ans de garantie. Hier, l'importateur des machines était avec moi. J'ai même son message ici, où il demandait les numéros de châssis des machines qui sont tombées en panne. Sur les 100, on a 3 qui sont en panne. Ils doivent mettre les pièces parce que c'est à leur charge. Deuxième chose, nous avons le personnel compétent dans le secteur agricole. Nous avons 6 écoles en Guinée qui n'enseignent que l'agriculture et l'élevage. La grande université de Farana, les 4 écoles nationales d'agriculture et de l'élevage, l'université de Dalaba ne font qu'enseigner l'agriculture et l'élevage. Même les investisseurs étrangers qu'on voit dans le secteur agricole en Guinée sont d'accord qu'il y a de la compétence dans le domaine agricole en Guinée. Sauf qu'on n'utilise pas ces compétences ou qu'on ne les utilise pas de la bonne manière. Et encore une fois, l'État n'est jamais un bon producteur. Il faut faire. C'est pas le travail de l'État de faire. Alors, il y a quelque chose que vous avez soulevé tout à l'heure. Moi, je veux bien des explications, je veux comprendre. Parce qu'effectivement, les grandes gueules. Logique en disant qu'on a de quoi nourrir le peuple, mais on est plus attaché à importer des produits. Vous dites aujourd'hui que, je crois, environ 60%. L'autosuffisance alimentaire en Guinée, on assure à travers nos agriculteurs, la production locale. Moi, je veux bien comprendre, parce que quand on prend les sacs de riz qu'on achète, dans la signature, vous voyez des pays étrangers. Rassurez-nous, dites-nous, est-ce qu'on peut avoir une idée claire de ces produits qui sont faits en Guinée ici, surtout où est-ce qu'on en trouve et comment ça se passe, le travail dans ce cas avec ces agriculteurs, ceux qui font la commercialisation, comment savoir que c'est du Made in Guinée? Parce que moi, je suis un petit peu perdu, c'est vrai. Oui, le riz consommé en Guinée, moins 65%, c'est la production locale. Sauf que ce n'est pas pour Conakry. La majorité des Guinéens ne vivent pas dans les villes. Ils vivent dans les zones rurales. Ce n'est pas le sac de 50, c'est pas le sac de riz thaïlandais qu'ils consomment. Donc nous continuons encore à payer 350 millions de dollars pour faire venir le riz. C'est énorme comme argent. Mais si on ne produisait pas, la consommation nationale de tous les Guinéens, ça allait 3 fois ça. Donc aujourd'hui, quand je prends le riz, quand je prends la tomate, quand je prends les oignons, quand je prends le piment, il y a beaucoup de choses. Quand je prends l'ananas, on ne les importe pas. Mais dans les grandes villes, d'abord, on va aller vite. Le riz du pays est un peu plus difficile à préparer, vous le connaissez. C'est très cher.
aussi c'est cher. C'est cher, surtout dans les grandes villes, encore une fois, parce qu'il faut ajouter les facteurs de transport, les routes n'étaient pas bonnes, les routes ne sont pas encore bonnes d'ailleurs. Tous ces problèmes ensemble font que le riz... C'est quand même paradoxal, non? Que le riz qui vient de l'étranger, qui donc pèse beaucoup plus en termes de transport que le riz local. C'est pas paradoxal, les routes ne sont pas bonnes en Guinée. Un conteneur de Paris à Conakry, en termes de transport, est moins cher qu'un conteneur de Conakry à Cancan. C'est ce que nous vivons. Maintenant, l'autre chose, c'est que... C'est du réel. Donc, maintenant, vous pouvez prendre encore une fois, ça c'est un peu avant que les routes ne soient un peu bitumées. Le chiffre que je donne, je veux dire, c'est avant qu'on fasse ces routes-là. Un conteneur de Paris-Conakry transport moins cher qu'un conteneur Conakry-Cancan. Combien? Ah oui? Oui, parce que tu prends 500 000 la tonne, tu prends un conteneur de 40 tonnes, tu vas te retrouver à 20 millions quand vous faites la multiplication. Surtout aussi, l'autre chose importante quand même, avant Covid, parce qu'avec Covid, sur le marché mondial, les transports ont triplé. Donc avant Covid, les choses ont carrément changé, mais avant Covid, c'était moins cher parce que je faisais les deux. 2000, hein. Je faisais un peu... Exactement. Et pendant que tu peux transporter un conteneur à 1200, ainsi de suite, les gens vont venir. Exactement. C'est moins cher. Et sans le dédouanement. Non, j'ai bien dit le transport. Parce que... J'ai bien dit... Oui, mais il faut prendre en compte le dédouanement. Non, et éventuellement, il a bien parlé du transport. Encore maintenant, quand tu viens au dédouanement... Vu que c'est ce qui se répercute quand même sur le prix après. marché. Les produits agricoles sont exonérés. C'est à 2%. Et le président de la transition vient aussi en soutien au secteur agricole d'instruire le ministre du budget d'éliminer ces 2%. Donc, c'est des produits quasiment exonérés. Il ne paie presque rien. Je pense que sur la tonne de riz, c'est quasiment rien. Ça va se rapporter à 2000 francs, 3000 francs sur ce qu'on paie sur le sac. C'est quasiment rien. Et eux, ils produisent dans leur pays, dans des conditions meilleures. Ils ont de la mécanisation plus forte. Ils ont de l'électricité moins chère, ainsi de suite. Donc, ça ne peut pas se comparer aujourd'hui. Si on veut que notre secteur agricole soit aussi compétitif, une chose importante, il faut la subventionner pour tout le monde. Alors, il ne faut pas faire... Mais il y a une question que vous avez soulevée à ce niveau, c'est la qualité en plus. Oui, je viens très bien à la qualité. Voilà, parce une que chose, ça renvoie à la question de Tu la vas aux sémence. États-Unis, c'est l'agriculture la plus subventionnée du monde. Tu vas dans tous ces pays, ils payent le carburant moins cher. Ici, on ne peut pas mettre un système dans lequel les gens payent le carburant moins cher. Ils payent tout presque moins cher. Évidemment que quand ils vont transporter sur le marché mondial, ils vont vendre moins cher. L'autre chose, c'est la qualité que vous voulez soulever. Le riz local est différent parce qu'on a trouvé des semences adaptées à nos milieux, sauf que ces semences toujours ne donnent pas autant que les semences dans les autres pays. Ce qui se passe et qui est malheureux, en moyenne en Guinée, on a 1 tonne de riz par hectare. Quand on produit sur 1 hectare, on gagne en moyenne 1 tonne. Pendant que la moyenne sous-régionale, c'est près de 3 tonnes. Donc en termes de productivité, notre niveau est si faible que nos producteurs ne sont pas compétitifs. Et exactement, c'est faible parce que les gens n'ont pas les moyens de mécanisation, parce que les gens n'ont pas les engrais à temps, et surtout parce que les gens perdent 30% de leur production après la production. Alors, oui, justement, vous avez parlé des agriculteurs, par exemple, qui n'ont pas eu, par exemple, tous ces mécanismes dont vous parlez, les engrais et tout à temps, par rapport à la campagne actuelle, par exemple. Où est-ce qu'on en est par rapport à la campagne? Pourquoi n'ont-ils pas reçu justement tout ce qu'il faut à temps pour pouvoir travailler? Je pense que la campagne passée, c'était la pire campagne de l'histoire du monde entier depuis la guerre mondiale. Hein? La campagne agricole passée, c'est la pire campagne dans le monde, pas qu'en Guinée, dans tous les pays du monde. À cause de effectivement, la pandémie. à cause de la guerre en Ukraine. Quand moi je venais ministre, j'étais en train d'acheter de l'engrais. Ils avaient fait une facture de $520 la tonne. Je trouvais que c'était cher. J'étais en train de négocier avec les Marocains parce que je voyais le prix du sac quand j'achète à cela. Je voulais vraiment, si tu permettais, je voulais terminer les grandes gueules production là, avec Monsieur le ministre parce qu'il parlait des 65%. Je voulais quand même une clarification. Allez-y. En parlant d'autosuffisance alimentaire, ça correspond, ça touche à quel produit? Non, j'ai pas du riz. Pas du riz. À la totalité. J'ai pas du riz. D'accord. Et il évoquait les déperditions. Effectivement, entre ce qui est produit et ce qui est porté au marché, il y a de grandes déperditions. D'abord sur les champs, à la faucille par exemple, au niveau où l'on doit battre du riz, le mettre en sac, le transporter, il y a de graves déperditions. Et c'est pourquoi je pose cette première question. Qu'est-ce qui est fait
pour amenuiser ce volume de déperdition aujourd'hui. Monsieur le ministre, concrètement, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que les moissonneuses qui ont été mobilisées sont suffisantes pour affecter donc substantiellement, pour rabaisser et donc ce niveau de déperdition? Ça, c'est une première question. La deuxième question, j'ai en main le document de politique nationale de développement agricole, développé en 2017 au sein donc, du département de l'agriculture. Il y a 3 axes essentiels, mais je veux évoquer ici le deuxième ou le troisième axe, et qui veut que les marchés porteurs, justement, que les produits agricoles soient ouverts aux marchés porteurs. Première question, aujourd'hui, quels sont les marchés que vous avez identifiés comme porteurs pour nos produits guinéens? Et peut-être que le pendant de cette question, ce serait de dire, il y a que certains marchés sont totalement fermés aux produits guinéens en raison d'un certain nombre de facteurs. Mara évoquait la question de qualité tout à l'heure. Est-ce que, et c'est la troisième question, est-ce que, à votre niveau, toute la mesure est prise, les mécanismes qui vont permettre d'ouvrir ces marchés-là aux produits guinéens sont en train d'être mis en œuvre, monsieur le ministre? Ok, merci beaucoup. J'ai pris note des questions. Je vais juste finir sur ce point-là. La campagne passée, on a une campagne vraiment difficile parce que le prix de l'engrais a triplé sur le marché mondial. Quand moi je venais, je refusais d'acheter l'engrais à $520 la tonne parce que je trouvais que c'était cher. J'étais en discussion avec les Marocains parce que quand on commençait les négociations sous Alpha Condé, ils étaient à $320. Après, ils sont venus à 520 parce qu'ils pensaient que les prix étaient déjà en augmentation. Je me battais pour revenir aux 320 quand la guerre a commencé en Ukraine. À $1,200, je ne trouvais plus. Je refusais 520. À $1,200, je ne trouvais pas. Jusqu'à $1,500, un moment l'année passée, on ne trouvait pas les intrants sur le marché mondial. L'herbicide est parti de 20-25 000 à 70 000 francs guinéens le litre. Donc les prix ont triplé l'année passée. C'est un phénomène mondial. Nous avions la chance que le président Alpha Condé avait laissé un stock d'engrais qui était là. Ça nous a aidé, en plus du peu qu'on a pu acheter, parce qu'il n'y en avait même pas sur le marché. On a fait la campagne qu'on a pu faire. Je peux vous rassurer que la campagne, malgré ces conditions, la campagne qu'on a eue est largement mieux que la campagne antérieure. Les chiffres de production qui vont commencer à sortir bientôt vont le confirmer. Donc, vos questions par rapport aux pertes post-récolte. Nous perdons 20 à 30% de notre production après la récolte. Parce que les moissons ne sont pas faites à temps. Les moissons ne sont pas faites à temps parce que les gens n'ont pas les moissonneuses. Avant, les gens faisaient à la main, mais les bras valides, nous avons tous quitté pour venir à Conakry et pour venir dans les zones minières. Donc aujourd'hui, nous avons déployé très très tôt, parce que j'ai dit à mes cadres, on n'a pas réussi la campagne agricole comme on le souhaitait, parce qu'on n'a pas eu tout le temps. Mais la récolte, si on la rate, nous n'avons aucune justification, parce que nous avons eu tout le temps de nous préparer pour la récolte. La récolte, c'est maintenant. Là. Donc, on a eu tout le temps de nous préparer pour la récolte. Effectivement, pour le moment, ça se passe très bien. Pour le moment, je dis bien, ça se passe très bien. J'ai les chiffres ici, je pense, une centaine de moissonneuses batteuses qui fonctionnent. Et on a 30 autres qu'on attend. L'entrepreneur avait dit hier, jusqu'à hier, je n'avais pas encore les nouvelles moissonneuses, mais il y a déjà une centaine qui fonctionnent déjà. Et on a signé en même temps hier, avec tous les vendeurs des machines agricoles, une convention qui permet aux privés d'acquérir des machines à travers ces vendeurs privés-là, à travers ces importateurs de machines agricoles. C'est hier qu'on a signé la convention. Donc aujourd'hui, une moissonneuse est environ 600 millions. Si tu as 200 millions, tu peux verser et avoir la moissonneuse. L'État va donc prendre en charge les 40 autres, les 400 autres millions à crédit que tu rembourses dans 2-3 ans. Donc le vendeur... Sans intérêt. Je veux dire, sans intérêt. Une très bonne question. D'abord, on fait des taux d'intérêt d'un chiffre, donc ça ne dépasse pas 9%. Généralement, c'est 6% qu'on fait. Et 2, l'intérêt payé n'est pas reversé à l'État, mais la personne a l'obligation d'investir pour les communautés la valeur de l'intérêt à payer. Nous ne voulons pas habituer les gens à avoir de l'argent sans charge, parce que ce n'est pas une bonne éducation financière. Mais comme l'État n'est pas là pour faire des bénéfices, l'intérêt à payer, supposons si c'est 40 millions, tu dois investir dans la communauté 40 millions. On comment s'assurer quel est le mécanisme? Quel est le mécanisme de suivi? Justement, le cas le plus important qu'on a, c'est avec les producteurs, la Fédération des producteurs de pommes de terre.
à laquelle on a eu le temps aussi, parce qu'ils produisent en contre-saison, donc ils sont en train de commencer la production. J'ai encore dit à mes cadres, si l'année prochaine, le prix de la pomme de terre ne baisse pas de 30%, on n'aura pas de justification, parce qu'on a eu tout le temps de préparer la campagne des pommes de terre. Donc, on leur a fait un appui de 31 milliards. C'est le plus grand appui jamais accordé à un secteur en Guinée, 31 milliards. Et ils doivent payer un pourcentage sur ça. Le pourcentage sur ça doit être utilisé pour réparer la chambre froide commune pour les petits producteurs qui sont dans la zone. Ils ont d'ailleurs déjà acheté parce qu'ils ont reçu déjà tout le soutien qu'on leur a promis. Ils ont donc une bonne partie, 26 milliards en espèces, 5 milliards en intrants, ils ont tout reçu. Donc ils ont déjà commandé la machine et la chambre froide pour les petits producteurs. Donc ce sont des conventions comme ça, on précise clairement qu'est-ce que tu vas faire, de l'intérêt à payer, parce que nous ne voulons pas habituer les gens à de l'argent gratuitement. Bien. Donc les pertes post-récolte, le maraîchage, on perd beaucoup. J'ai commencé par Matoto, les tomates qui sont là, les femmes perdent énormément. Pourrissent, exactement. Donc ce que nous sommes en train de faire quand même... En période de mangue, c'est la même chose, monsieur le ministre. La mangue, ça pourrit encore plus. La mangue même, ça pourrit encore plus. Le taux de perte de mangue, c'est plus de 50%. Pour la tomate, c'est 20-30%. Sur les marchés porteurs. Les marchés porteurs. Oui, par la politique nationale de développement agricole. Oui, c'est ce que j'ai dit souvent aux investisseurs étrangers. En Guinée, la question du marché n'est pas le grand problème. C'est un pays qui importe 500 millions de dollars par an en riz, tomates, oignons chaque année. Le marché domestique. 500 millions de dollars, c'est déjà un grand marché. Et ça, à cela s'ajoutent aussi les marchés d'exportation pour lesquels on a certes des problèmes de standards qu'on est en train de résoudre avec le ministère du Commerce. Parce que l'agence guinéenne de l'exportation est au ministère du Commerce. L'agence de normalisation, contrôle de qualité sont toutes des agences qui relèvent du ministère du Commerce. On est en train de travailler avec eux pour respecter les standards des pays, notamment européens, pour les exportations de nos produits. Mais sincèrement, avant d'aller très très loin, on a des marchés intéressants à côté de nous. Au Sénégal ici, souvent l'huile rouge des Guinéens est plus chère au Sénégal qu'en France. Souvent c'est plus cher au Sénégal qu'en France. On est concentré sur la France. Le Sénégal est juste à côté de nous ici. L'ananas en Mauritanie, l'ananas guinéen en Mauritanie, c'est très consommé. Donc juste là, mettre en place des camions frigorifiques pour envoyer l'ananas en Mauritanie et au Mali. Hier, j'en parlais au ministre malien de l'Agriculture. On ne le fait pas. Donc je pense que on ne va pas se compliquer la tâche. Il y a d'abord le marché local qui est là, qui est très important. Il y a le marché régional qui est là, qui est très important. Il y a aussi après ça le marché international. On va le faire graduellement. Bien. On va le faire graduellement. Oui, d'accord. Mais il y a la question de Yero qui n'était pas répondue. Elle a demandé les raisons du retard justement de la distribution des engrais cette année. Et il n'y a pas eu de retard dans la distribution d'engrais. Il y a eu une interruption de la distribution pour peut-être une semaine parce que j'avais décidé de suspendre l'ancien bureau de la Chambre nationale de l'agriculture qui était illégal parce que le bureau était élu pour 5 ans, renouvelable une fois. Sauf que le bureau là était là pour au moins 11 ans selon le président. C'est le nombre d'années reconnu par le président sortant, donc qui était tout à fait illégal. Et je n'aimais pas la manière dont il gérait la Chambre. En plus d'être illégal, il ne gérait pas bien la Chambre. Donc j'avais décidé de les suspendre conformément à la loi. Comment gérait-il? Vous n'aimiez pas? Illégal en vertu du fait que le mandat était expiré, ou est-ce qu'il y avait un autre paramètre puisque le président était intérimaire? Non. Le président de ce bureau était intérimaire. Non, il n'était pas intérimaire. En tout cas, selon les informations que j'ai pas de PV. Il aurait été élu, selon les termes du président lui-même, il aurait été élu en 2011. Et depuis lors, il n'y a pas eu d'autres élections. En 2011-2022, ça fait 11 ans. La loi autorise un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, deuxième chose... En fait, c'est vrai qu'il y avait eu élection, mais le président d'alors était décédé. C'est un intérimaire qui était à la tête de la Chambre nationale de l'agriculture. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais ça, c'est la faute à qui? Comment s'organisent ces élections? Bien sûr que c'est la faute de l'État. Nous assumons nos fautes. C'est la faute de l'État, bien sûr que oui. Parce que c'est à l'État, la responsabilité de l'État de faire les élections, surtout du ministre de l'Agriculture. La Chambre est rattachée au ministre de l'Agriculture, pas le ministère. Le ministre, donc c'est notre faute
bien sûr, s'il n'y a pas d'élection. Et moi, c'est ma responsabilité aujourd'hui, avant la fin de l'année, il me faut faire les élections dans les chambres. Et je suis en train de travailler sur ça. Le dernier dossier sur lequel je travaille hier dans mon bureau, c'est le dossier des élections de la chambre. Donc, la fin de cette année? Bien sûr que oui. Non, la fin de cette année. Il disait qu'il n'aimait pas la façon dont le président gérait. Mais on a bien ce qu'il dit là. Aujourd'hui, ce qui se passe, monsieur le ministre, c'est un peu ce qui... c'est assez intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a quand même un décret qui précise les modalités de remplacement lorsqu'il y a des postes vacants. C'est pas un décret, c'est une loi. C'est une loi. La loi, elle est très claire. Elle est très claire. J'ai vu la loi à côté avec mon ami. Il peut envoyer pour que je lise. C'est un décret. Non, attendez. Il y a la loi. Non, la loi. Il y a la loi est plus forte que le décret. Je suis d'accord. Mais moi, la loi dit, décret, notamment l'article 28 de ce décret-là. Non, la loi dit précisément, monsieur le ministre, et je peux poser ma question. Non, je vous laisse. Permettez qu'il pose sa question. Il ne faut pas qu'on parle sur un décret pendant que la loi facilite les choses. Oui, mais j'ai pas tort d'invoquer le décret. Ok, allez-y. J'ai pas tort de l'invoquer. Il y a la loi, justement, la loi qui date du 30 juin 1995, mais il y a le décret de cette même année du 3 juillet, et c'est celui-là que j'évoque en article 28, qui dit précisément, je vais le paraphraser, l'article 28 dit justement que lorsqu'il y a un poste vacant, ce serait à la prochaine assemblée consulaire qu'il y aurait donc remplacement, sauf qu'elle n'a jamais été tenue, défaut du ministre de l'Agriculture. Donc, comme je le disais tout de suite, c'est évidemment la faiblesse de l'État. S'il n'y a pas eu d'élection depuis Lansana Conté, il n'y a pas eu d'élection pratiquement. Lansana Conté était président, il est décédé. Son vice-président est devenu président, il est décédé. Le deuxième est devenu président, il est décédé. Le troisième est devenu. C'est comme ça que l'ex-président est devenu décédé. Et je pense que l'ex-président aussi était dans la même direction, resté là-bas jusqu'à la mort. C'est évidemment qu'il y a eu le 5 septembre, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est que la loi est très claire. Il y a des chambres d'agriculture en Guinée, selon la loi. La chambre nationale d'agriculture et les chambres régionales d'agriculture. Les chambres préfectorales sont des inventions politiques, ça n'existe pas dans la loi. Donc, pour les chambres régionales d'agriculture, oui. La suite donc de cette explication à voir ou à écouter dans la troisième partie de l'émission. Merci d'avoir été avec nous. Vous écoutez à l'instant Mamadou Nanyale Bari, c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Les grandes gueules reviennent dans 10 minutes sur Espace TV. Nous continuons donc avec le ministre Mohamed Mara pour la suite du débat. Mais avant, j'aimerais te faire répéter le nom entier du ministre. Mamoudou Nanyale Bari. Répète ça sans... C'est pas bien dit? Non, vas-y. Parce que j'ai entendu Mamoudou. C'est pas Mamoudou. Bah, attention, hein. Mon français n'est pas polarisé. Les gens de Bita, c'est pas Mon français n'est pas polarisé. Je suis né à Kindi, attention. Non. Quand c'est polarisé, c'est comment? C'est Mahmoud. D'accord. Alors, monsieur le ministre, nous étions toujours sur la Chambre nationale d'agriculture, puisque vous aviez abordé le sujet, en nous expliquant que vous n'aimiez pas déjà la manière dont le président gérait, mais aussi vous avez quand même eu l'honnêteté de reconnaître que l'absence d'élection à la tête de ces chambres d'agriculture relève essentiellement de la faute de l'État. Oui, l'absence d'élection, c'est même pas essentiel, c'est exclusivement la faute de l'État. C'est la responsabilité de l'État d'organiser des élections. Et on a fait quoi? Depuis Lansana Conté, on n'a pas fait d'élection dans les chambres. Pourquoi, à votre avis? Je pense que l'absence d'élection aussi plaisait ceux qui géraient la chambre. Parce que tu es là, tu as un mandat indéterminé. Il n'y a pas d'élection, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas d'instance. Et ce qui s'est passé sincèrement quand moi j'ai été nommé au ministère, il y avait déjà beaucoup d'informations sur la chambre, ainsi de suite, mais on ne juge pas les gens sur les informations. Je suis venu, j'ai rencontré des informations telles que ils font ceci, ils détournent cela, comme partout en Guinée, on en entend. Mais sincèrement, j'ai rencontré le président de la chambre, j'ai dit bon, trop d'informations négatives sur vous, moi je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Donc, à date, la campagne est proche. Si je dis que je vais changer les instances de la chambre, ça va affecter ma campagne. Donc, nous allons vous laisser gérer la chambre dans les règles de l'art. Et après la campagne, nous allons faire de nouvelles élections. Et je vous demande pardon de ne pas être candidat, parce que vous avez déjà fait plus de 10 ans à la tête de la chambre. Et la loi dit que c'est un mandat de 5 ans renouvelable.
Sauf qu'il n'était pas élu. Il était intérimaire. Oui, bon. Il était intérimaire. Il était intérimaire. Voilà. Donc, si vous lui mettez la pression, ce serait une violation de ses droits. Voilà. On a eu cette discussion donc. Voilà, ils vont gérer jusqu'à la fin de la campagne. Sauf qu'en pleine campagne, je reçois un courrier d'Afriland Bank demandant de les aider à ce que la Chambre paye leur argent. Je convoque Afriland, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons un prêt de 14 millions de dollars accordé à la Chambre pour acheter les intrants. La Chambre a payé environ 6 millions de dollars dans les 14. Le restant, la Chambre est en défaut. Et nous, on a pris l'argent là avec Afrexim Bank qui nous demande de les rembourser. Donc, selon la Chambre, il y a les engrais qu'il faudra vendre vite pour pouvoir les payer. Donc, je convoque la Chambre où se trouve l'engrais, les 8 millions de dollars d'engrais. La Chambre me dit que l'engrais est au port. Sauf qu'au port, l'engrais qui est là-bas, c'est un autre stock d'engrais acheté par l'argent de l'État avec 5 millions de dollars. Donc j'ai dit à la Chambre où se trouvent les 8 millions de dollars d'engrais. Les engrais même, ce n'est pas les mêmes sacs, ce n'est pas la même origine, c'est différent. Où se trouve le stock d'argent, le stock d'engrais acheté avec l'argent que vous avez contracté. Ce qui est sur le terrain, ça ne vaut même pas 300 000 dollars. Donc il y a près de 8 millions de dollars d'engrais qu'on ne retrouve pas. Alors là, j'invite Afriland et j'ai dit il faut que vous trouviez une solution parce que la Chambre dit qu'elle a payé et vous dites que ce n'est pas payé. Effectivement, je les invite tous dans mon bureau. La Chambre reconnaît que l'argent n'est pas encore payé, il y a des dettes là, il y a des dettes par-ci. Je parle quand même de 8 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Oui, mais quelle explication? Mais attendez. Jusqu'à présent, d'ailleurs, ce n'est pas réglé. C'est un problème qu'on a actuellement. Afriland a écrit au ministère des Finances parce que l'État a donné une sorte de caution. Afriland a écrit à l'État qu'on est presque le garant de ça. Si la Chambre n'arrive pas à payer, il faut qu'on paye. Donc, il y a ça. Oui, mais c'est quoi le délai butoir? Le délai était passé, sinon l'Afriland n'allait pas nous écrire. Moi, ce n'est pas du tout. Alors, moi, j'ai eu la chance de lire la convention, sauf que le délai. Une banque n'écrit pas pour demander la garantie tant que le délai n'est pas passé. Monsieur le ministre. Donc, il y a des échéances. Tu ne peux pas prendre la fin des délais, il y a des échéances. Quand il manque une échéance, tu as pris 10 millions, on te dit paye 1 million chaque mois. Si tu fais 3 mois sans payer, ça fait déjà un problème. On ne va pas attendre la fin du crédit pour rappeler ça. Est-ce que vous avez pris le temps de lire la convention, mais aussi de confronter les deux versions? Je viens de dire en français clair que j'ai invité le DG d'Afriland et le président de la Chambre dans mon bureau. Ça ne peut pas être plus clair que ça. J'ai invité le président du patronat, M. Kabaditer, le président de la Chambre du commerce, M. Ballet, le président de la Chambre, Afriland, tout le monde dans mon bureau. J'ai même demandé à la Chambre, le président de la Chambre, de faire venir son avocat. Parce que quand il y a du flou, les gens font des batailles inutiles. Je voulais que l'avocat même soit dans mon bureau pour qu'on explique le problème à tout le monde et que tout le monde comprenne ce qui se passe. J'ai une question de clarification. Vous qui les avez écoutés, qui êtes visiblement plus au fait de cette situation, d'abord du fait de votre position, de votre statut de ministre, mais aussi pour les avoir écoutés, vous pouvez nous dire où est-ce que sont domiciliés les fonds directement tirés, puisés de la vente de ces engrais-là? Est-ce sur un compte de la Chambre nationale d'agriculture ou sur d'autres comptes particuliers? On voudrait avoir cette précision. Et les fonds doivent tous être sur les comptes de la Chambre de l'agriculture. Tous les fonds doivent être. Sauf que la quantité et le montant qui est aujourd'hui venu sur les comptes de la Chambre ne suffisent pas pour rembourser. C'est les gars de la Chambre qui savent où ils ont mis le reste de l'argent. C'est qu'ils savent. Parce que l'information que nous avons, c'est que, on est d'accord, l'engrais n'est pas... c'est pas nécessairement... L'engrais est affecté aux représentations de la Chambre nationale d'agriculture à l'intérieur du pays. C'est là, l'argent est payé à la banque. Pour tous, partout, il y a des représentations de la Banque centrale de la République de Guinée. L'argent y est versé. Et ensuite, sur la quittance qui est délivrée, on va accéder à l'engrais correspondant. Alors, c'est important quand même d'élucider, de nous élucider cela. À quel moment, justement, puisque ce compte, semble-t-il, est domicilié à Afriland First Bank. Donc, à quel moment cet argent qui arrive sur le compte de la Chambre nationale de l'agriculture, il est puisé et comment le mécanisme s'organise pour que Afriland permette que de l'argent soit utilisé autrement? Non, ce que vous dites est très simple.
Je suis un ancien auditeur, en fait, j'ai fait tous les métiers de contrôle. Ce que vous dites est très simple. Vous savez où se trouve le point de risque? C'est où? C'est que celui qui vend l'engrais fasse sortir l'engrais sans une quittance. Il peut sortir l'engrais sans une quittance. C'est établi? C'est possible. Non, maintenant, c'est possible ou c'est établi? Je viens de dire de façon très claire, il y a 8 millions de dollars impayés. Le stock qui est sur le terrain, c'est 300 000 dollars. C'est à la chambre de dire où est parti le reste. L'argent n'est pas... Écoutez, s'il vous plaît, l'argent n'est pas dans les comptes. Donc, j'ai transmis à la CRIEF un courrier selon lequel il y a 25 millions de dollars d'engrais à justifier. La CRIEF a saisi l'inspecteur des finances pour regarder. Ils sont mieux placés pour dire. La seule chose que je sais, l'État a été garant d'un prêt. Avec ces prêts, on a acheté des intrants. Une bonne partie de l'argent n'est pas remboursé. Il n'y a plus de stock sur le terrain. C'est aux gestionnaires de ces engrais de dire on a des dettes par-ci, l'argent est parti par-là. C'est pas à moi de justifier ça. C'est pas mon travail, ça. On parle bien de l'engrais de 2021, c'est ça? Ce que je fais, non pas que de 2021, je fais le constat. J'envoie aux autorités compétentes pour continuer le travail. C'est ce qui a été fait. Et je pense que la procédure est en cours et la lumière sera faite là-dessus. Parce que moi, j'avais quand même deux observations là-dessus. Vous dites qu'il y a 8 millions de dollars non justifiés, en fait, d'engrais qu'on ne retrouve pas. C'est 25 millions, c'est sur les 14 millions qu'il y a 8 millions. Il y avait une autre opération avant. Globalement, il y a 25 millions de dollars d'engrais non justifiés récemment. Et avant, vous avez suivi le dossier de l'ex-ministre. Il y a 250 milliards d'intrants, pas que d'engrais, donc des engrais ou autres, non justifiés. Donc ce qui va se passer avec les juridictions compétentes, c'est de venir dire où c'est parti. Si c'est justifié que c'est parti... Les 250 sont l'émanation de l'État. Est-ce que c'est l'État qui a payé ça? Oui, c'est l'État qui a payé. Et est-ce établi sur les livres comptables de... Bien sûr que oui. D'accord. Et donc, moi j'ai... Donc il y a 250 milliards. Il y a 250 milliards avec le ministre qui sont justifiés. À part ça, il y a 25 millions de dollars avec la Chambre qui sont justifiés. C'est deux dossiers différents. Globalement, c'est environ 50 millions de dollars. Comment se fait ce suivi avec l'État? Parce que l'État ne peut pas prendre une garantie comme ça, de donner de si gros montants à la Chambre sans qu'il y ait un mécanisme de suivi qui puisse... Non, l'État qui permette. Parce vous êtes que étonné, l'État prend une garantie pour permettre, par exemple, à la Chambre d'avoir un prêt auprès des banques. Vous êtes étonné que sous la gestion qu'on a connue dans ces pays, que l'État laisse 8 millions de dollars se perdre de la sorte. La Chambre était devenue une boutique de vente d'engrais. Ce n'est pas le travail d'une chambre de vendre l'engrais. La semaine surpassée, j'ai proposé au Conseil des ministres que le nouveau stock d'engrais que l'État va acheter soit donné à des privés, au moins à 80%, vendus, avec des mécanismes et des cautions. Les privés vendent, il y a des cautions bancaires, ils vont vendre et ramener l'argent de l'État dans les comptes de l'État pour pouvoir acheter encore de l'engrais. Je l'ai proposé il y a 2 conseils, ça a été entériné. Comment vous allez gérer la question des prix? Parce que ça a explosé auprès des privés. Actuellement, on est en train de travailler sur ça. Donc, l'engrais sera vendu par les privés au moins à hauteur de 80%. La question du prix, elle est pertinente. Ce que la Chambre va faire, ce qu'elle doit faire d'ailleurs, c'est s'assurer que le prix décidé par l'État est respecté sur le terrain. C'est ce que l'État aussi doit faire à travers ses services déconcentrés, que le prix décidé pour vendre l'engrais est respecté sur le terrain. Une chambre n'est pas une boutique de vente d'engrais. Une chambre n'est pas une boutique. Je voulais sur ce volet, parce que j'avais une autre préoccupation, sur les 14 millions de prêts, parce que le processus, il est simple. L'argent n'a pas directement été prêté, semble-t-il, à la Chambre nationale de l'agriculture. Afrexim Bank va donc concéder le prêt à Afriland, qui va donc le prêter à la Chambre. Donc c'est Afriland First Bank, monsieur le ministre, vous pouvez me corriger, qui va donc procéder à cet achat-là. Il ne lui envoie même pas l'argent. C'est les engrais qui sont mis à disposition. La question bien simple. Est-ce que le volume, les 20 000 tonnes prévues au terme de ces 14 millions ont été livrés? Est-ce que ce volume a été livré? Qu'est-ce que vous en savez? La question, elle est très simple. Comme vous l'avez dit, tout le début de votre explication est clair. Afrexim prêt à Afriland qui ouvre des LC, les lettres de crédit. Les lettres de crédit, c'est-à-dire qu'au fournisseur, si tu envoies le produit, on te paye. Donc, si tu envoies le produit et celui qui est censé recevoir le produit informe la banque qu'il a reçu le produit, la banque va payer. Donc, la Chambre a informé
Afriland, qu'elle a reçu le produit, Afriland a payé. Moi, je n'entre plus dans cette vérification. Vous avez eu accès à ce document qui dit que les 20 000 ont été livrés? 20 000 tonnes ont été Parce livrées. que nous, on a vérifié, on nous dit que les 20 000 ne sont pas livrés. Je ne parlerai ni de 20 000, ni de 10 000, ni de 15 000. Je dirais une chose très simple. Afriland n'a aucun moyen de payer l'argent du fournisseur si la chambre ne confirme pas qu'elle a reçu le produit auquel elle s'attendait. Donc, si la chambre a déjà dit à Afriland, nous avons reçu le produit auquel on s'attendait, Afriland a payé, moi je n'entre plus dans les vérifications, des choses comme ça, c'est inutile. C'est une vérification inutile. Donc, si encore une fois, on veut troubler l'information des gens, on veut embrouiller les gens, on a reçu 5 000, on a reçu 10 000, je n'entre pas dans des détails inutiles. Ce qui est important, le mécanisme financier est très simple. C'est pour ça que les LC sont sécurisés. Dans le secteur bancaire, nous le connaissons tous. Parce que tu dis au fournisseur, envoie-moi telle chose. Tu dis à ta banque, dès qu'il m'envoie la chose, je t'informe qu'il m'envoie et tu lui payes. Dès lors que tu as dit à la banque, paye-le, il m'envoie ce que je veux, moi je ne vais plus entrer dans ça. D'accord. J'ai une autre préoccupation, c'est par rapport à la lettre de garantie. Justement, parce que l'État a été garant, vous l'avez dit tout à l'heure, dans ce prêt, vous avez dit que... Caution morale, oui. Caution. Alors, je crois savoir qu'il y a, pour cela, je crois, 60 milliards qui avaient été dégagés dans un premier temps. Oui, quelle est l'utilisation qui a été faite? C'est deux dossiers différents. Et c'est ça. Non, en fait, je suis curieux parce une garantie qui sert après à acheter encore de l'engrais. C'est deux dossiers différents. Et c'est pour cela que je disais tout de suite que j'ai invité tout le monde dans mon bureau pour que les gens sachent. C'est deux dossiers complètement différents. Les 14 millions de dollars, l'État n'a fait qu'une garantie écrite. C'est ça qui a les 8 millions qui manquent. Les 60 milliards ont permis d'acheter un autre engrais qui est différent de cet engrais-là. Complètement différent. Pas le même fournisseur, pas le même sac. Complètement différent. Donc chaque fois... Donc ce n'était pas une lettre de garantie sur les 60 milliards. Non, c'est toujours une lettre de garantie. Mais sauf qu'il y avait une provision. Qu'est-ce qui se passe? Mais la garantie avait été faite pour quelle banque? Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Parce que la Chambre aime confondre les deux dossiers et les gens se trompent quand on confond des dossiers. Il y a un dossier sur 14 millions de dollars. Complètement différent. Avec une lettre de garantie. Afrexim Bank a envoyé exactement, a prêté ainsi de suite. 60 millions, 14 millions de dollars, la Chambre, ils ont acheté les choses sont là. C'est un dossier à part. Il y a un autre dossier de 60 milliards de francs guinéens qui a permis un autre achat de 5 millions de dollars de produits. Avec donc globalement, Jean-Marc Teliano? Non, pas Jean-Marc Teliano. Ça c'est récent. Donc globalement, moi, je le comprends très bien. Donc globalement, il y a eu 19 millions de dollars de produits achetés. 19 millions de dollars de produits achetés. Donc quand je venais ministre, les produits achetés avec les 5 millions de dollars étaient là, intacts, pas touchés. C'était là, intact, on n'a jamais touché. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. L'argent, les 60 milliards de l'État ont permis de couvrir une lettre de crédit. Donc les produits sont là, visibles. Il n'y a pas de problème avec ça. Entièrement? Donc c'est entièrement disponible. Aucun problème. Donc c'est pour ça que je n'en parle pas, pour ne pas faire la confusion avec les 14 millions. Par contre, les produits avec lesquels on a acheté les 14 millions de dollars, on n'a remboursé que 6 millions de ça. Et le reste du produit sur le terrain, c'est environ 300 000 dollars. Où est parti les 8 millions restants? C'est là-bas le problème avec la Chambre. Les 5 millions, les produits sont là, tranquilles. C'est écrit sur les sacs. Continue? Oui, la vente continue. C'est écrit sur les sacs. Vous avez pris en main les stocks restants. C'est écrit Est-ce que vous avez une idée des quantités vendues? C'est écrit sur les sacs de ces produits. Westwind. Les 5 millions, c'est écrit Westwind. L'entreprise de Kanyasi. Les produits avec les 14 millions, c'est écrit OCP. Donc, c'est même pas la même origine, c'est pas le même sac. C'est difficile, c'est facile de faire la distinction. Et j'ai pris une décision disant comment on va vendre le produit Westwind. Et ça, c'est avec une couverture de 60 milliards de l'État. Donc, j'ai pris une décision, c'est comme ça que vous allez l'utiliser. L'autre produit, j'ai laissé la Chambre vendre parce qu'elle avait presque tout vendu. Mais il faut que l'argent revienne dans les comptes d'Afriland. C'est là-bas qu'on a le problème. Maintenant, au niveau des ventes, il y a une mission pendant que nous parlons de la Chambre sur le terrain pour prendre les brouillards de caisse. Parce que quand on fait les versements, ce n'est pas les comptes de la Banque centrale, c'est souvent au Crédit Rural qu'on fait aussi le versement. Donc, prendre les brouillards pour venir faire le rapprochement et qu'on vire les montants dans les comptes de la Chambre. Mais ce qui se passe en même temps, nous sommes en train d'acquérir de nouveaux engrais. Parce que l'année passée, on a fait la campagne avec 15 000 tonnes d'engrais. C'était pas beaucoup. L'année prochaine, nous voulons aller avec 60 000 tonnes d'engrais. Et là, pendant qu'on parle, nous avons déjà débarqué 27 000 tonnes d'engrais qui sont au port de Conakry. C'est déjà débarqué. Nous avons commandé un autre bateau de 25 000 tonnes d'engrais.
parce que, encore une fois, cette campagne, on ne l'a pas organisée comme on l'aurait souhaité, mais ça sera de loin meilleur que la campagne passée. Vous allez voir les résultats, ce n'est pas comparable. Mais l'année prochaine, nous allons organiser une vraie campagne agricole dans laquelle il y aura suffisamment d'intrants pour tout le pays et à des prix largement abordables. Alors, Mamoudou Nanyale Mbari, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, notre invité ce matin. Allez-y, peut-être qu'on va changer de paradigme, Mafoudia. Oui, on va parler de l'aviculture, un autre secteur très important pour le pays, qui rencontre aussi des difficultés. Dites-nous, c'est quoi la situation quand on parle d'aviculture en Guinée? L'aviculture, c'est le deuxième secteur prioritaire du ministère après le riz. C'est un secteur donc hyper important. Après le riz, c'est le secteur le plus important pour nous. Et à cause de l'aviculture même, le maïs est devenu le deuxième produit agricole le plus important pour nous, parce que 60% des dépenses avicoles vont dans l'alimentation, dont le maïs est le principal élément. Donc l'agriculture est hyper important pour nous. Quand je suis venu, j'ai plusieurs fois rencontré les agriculteurs pour qu'on définisse ensemble les politiques pour appuyer le secteur avicole. Le plan qu'on avait pour le secteur avicole atteignait 70 milliards sur l'année 2022, ce qui était plus que le budget, au moins 3 fois plus que le budget du ministère de l'élevage avant. C'était le plan qu'on avait pour le secteur avicole. On a discuté sur qu'est-ce qu'il faut faire, tout. Et après, la grippe aviaire qui a frappé dans beaucoup de pays a été soupçonnée en Guinée. Donc quand ça a été soupçonné, très vite, on a commencé à mettre en place des mesures. Parce que quand il y a un soupçon de grippe aviaire, on fait des prélèvements. Il y a un laboratoire de référence en Italie que tout le monde utilise. On envoie là-bas pour la confirmation. Mais avant même la confirmation, on a commencé à agir comme si c'était déjà vrai pour ne pas que la grippe se propage. Ça a frappé Koya et Forêt-Karia. On avait surtout peur que ça frappe Kindia, qui est la plus grande zone de production avicole de la Guinée. Je vous assure qu'on ne dormait pas parce qu'on avait peur que ça parte à Kindia. Donc on voulait se battre pour que ça soit contenu dans la zone de Forêt-Karia et de Koya. Après, ça a été confirmé que c'est la grippe. Il faut rappeler que beaucoup de fois, il y a eu des grippes en Guinée, mais il n'y avait pas eu de travail méthodique, déclaré officiellement et faire face à la chose, on ne l'avait pas fait. Mais on a pris nos responsabilités. On a essayé de contenir la grippe dans la zone. Donc les fermes affectées, et quand la ferme est affectée, dans certains cas, les premières fermes affectées, on n'était pas informés. Tout a été perdu, décimé rapidement. Dans d'autres cas, c'était si grand qu'on venait les aider à abattre. Et donc, on a aidé à abattre dans une centaine de fermes. À un moment, on a voulu aller à l'abattage systématique. Donc, cela veut dire que même s'il n'y a pas de grippe dans ta ferme, comme tu es dans un rayon de 5 km, donc techniquement, tu sais que tu seras affecté, on va venir abattre. Mais on a eu des difficultés avec ça, ça n'a pas beaucoup continué. Je ne sais pas si vous avez écouté les jeunes qu'on a aussi reçus dans ce studio, qui dénonçaient justement, pas qui dénonçaient, mais qui ont eu des difficultés avec les équipes déployées. Tantôt on parlait de lenteur, qu'ils ne sont pas arrivés à temps. S'ils étaient arrivés à temps, peut-être qu'on n'aurait pas abattu toute cette tête de poule. En tout cas, il y a pas mal de choses qu'on reproche au département. Est-ce que vous avez suivi? Il y a eu des difficultés, c'est très clair. On a eu 100 fermes à nettoyer. Dans certains cas, certains fermiers n'acceptent même pas de déplacer, certains, je dis bien, déplacer un gobelet, ils voulaient que l'État fasse tout. Même s'il n'y a pas de loi qui dit qu'on doit faire ça tout, sincèrement. Aucune loi ne le dit, quoi. Bah, on a pris la responsabilité de faire. Mais c'est de votre responsabilité en tant qu'État. Je l'ai bien dit. Je l'ai bien dit et c'est notre responsabilité parce que c'est une question de santé publique. Justement. Et j'étais dans une radio, je leur disais, si votre micro là devient contaminé, que ça peut tuer des hommes, c'est notre responsabilité en tant qu'État de venir faire ce qu'il faut faire pour ne pas que ça tue des Guinéens. Donc on a pris nos responsabilités, on a même fait appel au génie militaire parce que ça demande beaucoup de personnes. On a écrit au ministre de l'enseignement technique qui nous a envoyé des étudiants qu'on payait par jour pour venir nettoyer toutes ces fermes. Donc ça a retardé par endroits, on est d'accord, creuser des fosses, les mettre dedans, laver une fois, laver deux fois, ça a retardé par endroits. Mais ce qui est sûr, grâce au bon Dieu et aux efforts conjugués et des éleveurs et du ministère,
la grippe n'est pas sortie de la zone de départ. C'est très important pour nous que ça ne soit pas sorti de là-bas. On a fait recours à la gendarmerie parce qu'il y a quand même des producteurs délicats qui essaient de sortir, se cacher pour sortir. Alors, puisqu'on manque de temps et qu'il y a quand même aussi cette question cruciale sur l'indemnisation, on a vu ces jeunes qui ont manifesté devant le département. Vous étiez là le premier jour, vous ne les avez pas reçus. Pourtant, il y a eu des rencontres. À notre niveau, on a essayé d'avoir des réponses. On ne comprend pas ce pourtant, il y a eu les rencontres. Non, des rencontres. Dès qu'il y a eu la crise, on nous apprend qu'il y a eu des rencontres entre le département et les jeunes. En clair, est-ce qu'il y avait une promesse d'indemnisation lorsque vous vous êtes engagé à abattre les poules? Chaque fois que j'ai parlé aux agriculteurs, ils ont tous leur téléphone en train de filmer. Je le dis ici, je le dis à mes cadres, il ne faut jamais rien dire ou faire quand ils gèrent les ressources publiques si tu n'es pas prêt à les défendre sur les grandes gueules. Donc je n'ai jamais promis à qui... Vous avez comment on appelle, insister sur les grandes gueules? Oui, je vous aime bien. donc on est très peiné par ce qui est arrivé à une partie de nos agriculteurs. Oui. Et on a travaillé sur un plan de relance, comment relancer le secteur. Dans le plan de relance, on est en train de voir comment acquérir du maïs. Je dis bien, ça fait 60% de leur coût et s'assurer que la manière dont les producteurs agricoles ont accès à l'engrais moins cher, qu'eux aussi puissent avoir accès au maïs moins cher. On leur a aussi fait des prêts sans intérêt pour ceux qui sont intéressés. Je le disais tout de suite, là, tous les prêts qu'on fait, c'est avec intérêt. La seule fois qu'on propose des prêts sans intérêt, c'est à nos frères agriculteurs. Et aussi, on leur a donné de la flexibilité sur le temps. Parce que les producteurs avicoles n'ont pas les mêmes calendriers techniques. Certains ont 6 mois, d'autres ont 18 mois. On est flexible sur le temps. Ils n'ont pas les mêmes calendriers, ils n'ont pas les mêmes... Les grandes gueules. C'est ce que je disais ici dernièrement. La préoccupation, c'est la grande fragilité de la volaille dans l'élevage. Un petit souci peut les emporter tous. Les grandes gueules. Est-ce que c'est la bonne solution, les prêts? En sachant qu'ils viennent de tout perdre, qu'ils sont obligés de partir de zéro sur la base d'un prêt. Est-ce que ce n'est pas une corde qu'ils risquent de se mettre au cou s'ils s'engagent dans une démarche où on leur prête de l'argent? L'autre solution sans les prêts, c'est que l'État ne fasse rien, comme ça a toujours été le cas. Ou qu'il fasse quelque chose à une certaine hauteur. L'État guinéen, le ministère de l'Agriculture, ne fait plus de dons à qui que ce soit. On a essayé le don, ça n'a pas marché parce que ça devient un instrument politique. Si je me mettais à distribuer de l'argent, je vous assure qu'Espace allait m'inviter que j'ai donné de l'argent à mes amis. On ne distribue pas d'argent au ministère de l'Agriculture. Les ministres qui ont cultivé, ils payent pour leur activité agricole. Si vous voulez cultiver, on va vous faciliter, on va vous prêter un tracteur. Vous allez vous engager que vous allez payer le tracteur sur vos salaires. Si votre champ est inondé, vous allez prendre votre salaire pour rembourser. L'activité agricole est une activité entrepreneuriale comme toute autre activité dans laquelle il y a des risques et il y a des profits. Quand on s'y engage, on va avec les deux. Donc c'est très clair, le ministère de l'Agriculture ne fait pas de dons. Donc, pas du tout. Mais comment vous avez compris ces manifestations? Eux ne parlent pas de dons, eux parlent d'indemnisation. Justement. Et ils sont passés dans ce studio je vous dis soulevant quand même je vous dis encore, il ne faut pas poser la même question de plusieurs manières. J'ai dit, je n'ai jamais rien promis à personne. Mais est-ce que ce n'est pas prévu? Et je répète. L'indemnisation n'est pas prévue par les textes actuellement? Non, pas du tout. C'était prévu par la loi. Il nous a lu un texte ici justement qui prévoyait cela. Je vous répète, ce n'est pas prévu par la loi. Que vous êtes libre après cette émission de me donner l'article dans lequel c'est dit que l'État a une obligation de faire ça. D'indemnisation. Oui. Donc, trouvez-moi la loi. D'accord. Parce que nous l'avons entendu, on vous l'achemine. Non, c'est pas. Oui, non. On vous l'achemine. Non, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Je sais, je connais mes lois. Ça n'existe vraiment pas. Donc, par contre. Par humanisme, est-ce que l'État peut décider, par exemple? Non, par responsabilité. Je pense que c'est mon avis. Je répète, l'État, par responsabilité et par sa volonté de soutenir le secteur avicole, qui est l'un des secteurs les plus importants pour lui, va s'investir dans l'accès au maïs et va donner la possibilité aux agriculteurs intéressés d'avoir des prêts adaptés sans intérêt. D'accord. Monsieur le ministre, peut-être la toute dernière question. Je veux peut-être que tu peux la poser en oui ou non. On va passer à cette rubrique, si tu permets, Caps, avec Monsieur le ministre Mamoudou Nanyale Bari, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, avec nous. Mohamed Kamara, si tu es prêt, on va partir avec cette rubrique.
technicien qui se bat donc pour trouver comment on appelle le jingle, bon qui jingle. nous permette le bon jingle qui nous permette d'aller à peut-être tu Voilà, vas poser ta question. en attendant, monsieur le ministre, je veux Il a parler fait la de, sorcellerie. T'as pris ton chapelet. je veux parler de capitalisation. Vous savez, on a le premier régime au temps de Sékou. On vient au régime de Conté qui crée ce qu'on appelle la lettre de politique de développement agricole. On arrive à Alpha, on arrive à tout ça. Aujourd'hui, véritablement, ma question c'est de savoir est-ce qu'il y a une vraie politique de développement agricole qui est définie derrière, parce qu'on parle de refondation et qui parle de refondation, ça parle beaucoup plus de politique Il nationale. aura politique une nationale. minute vers la fin pour répondre à ta question. Maintenant, on passe à la rubrique oui ou non. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. J'espère qu'il ne fera pas de langue de bois. Le ministre Mamoudou Nanya Lembari. Allez-y, Damba pour la première question. Vous aimez les grandes gueules? Eh bien, nous aussi, on vous aime. Et c'est pourquoi je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Ça court partout, on l'a entendu. Pour être honnête, on l'a entendu. Monsieur le ministre, vous auriez pris la décision de sanctionner le président de la Chambre nationale d'agriculture parce qu'il a interrompu de vous donner de l'argent. Oui ou non. Oui ou non? C'est du n'importe quoi, archi faux. D'accord. Du gros n'importe quoi. Allez-y, Jacques. Oui ou non, malgré cette belle présentation, vous êtes conscient que sans investissement réel, le secteur agricole ne bougera pas? C'est clair et on va investir. Alors oui ou non, les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs, c'est un sujet qui peine à trouver solution d'abord. Un grand sujet qui peine à trouver solution. Donc oui. Les fermes avicoles qui ont été frappées de plein fouet récemment par la grippe aviaire, désormais décimées, leurs gérants ou leurs proprios n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, oui ou non? Ils ont accès aux facilités accordées par le ministère. Allez-y, Capson. Alors, oui ou non, monsieur le ministre, une nouvelle politique de développement agricole sera définie dans le cadre de la refondation de l'État? Oui. Oui ou non, monsieur le ministre, l'autosuffisance alimentaire en Guinée, ce n'est pas pour demain? Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est pas pour ça. Je veux dire, c'est pas pour bientôt, c'est pas facile d'y arriver. Vous avez compris la question. Et sincèrement, si vous donnez un espace temporel, c'est pas impossible, en fait, sincèrement. Dans combien de temps? Et je sais pas combien de temps je suis ministre, je sais pas combien de temps tout ça, mais je pense sincèrement En que deux campagnes agricoles, c'est possible? L'autosuffisance en riz peut se faire en 3 ans. Ok. En riz. Bien. Alors, Oui ou non, monsieur le ministre, on parle plus de sécurité alimentaire que d'autosuffisance alimentaire? Sécurité alimentaire, c'est mieux. Alors Bien, oui ou allez-y. non, l'agriculture, c'est surtout la maîtrise de l'eau. Là aussi, il y a beaucoup de difficultés. Oui, beaucoup. Oui ou non, avec l'exploitation de nos mines, nos terres arables sont fortement menacées. L'exploitation minière. Oui, surtout les mines artisanales, oui. Bien. Alors, oui ou non, face aux enjeux du changement climatique, il faut aller dans l'agriculture vers de plus en plus de diversification? Pour le moment, non pour nous. Il faut nourrir nos populations. Oui ou non, monsieur le ministre, il faut carrément travailler à une forme de reprofilage des profils, même de certains étudiants, pour les intéresser à aller vers le secteur agricole. Je pense qu'on a des bons programmes, c'est qu'on ne mettait pas les ressources dans le secteur. Bien, monsieur le ministre, vous avez une minute pour répondre à la question de CAPS et pour dire le dernier mot avant qu'on ne vous laisse. Ok, sa question encore, c'était à la politique de développement agricole. Oui, exactement. Comme il a posé la question, on va faire une politique transitoire pour le secteur agricole. D'ailleurs, j'aurais pu commencer à décliner les mesures de l'année prochaine si on avait fini le processus budgétaire. Mais on est encore en discussion sur le budget. Les enveloppes ne sont pas encore arrêtées. Donc je ne peux pas me permettre de dire des choses sans avoir la certitude. Une politique qui existe. Non, j'ai dit la politique budgétaire, qu'est-ce qu'on va faire? Il parle d'une politique de développement agricole. J'ai dit on va faire une politique transitoire pour la période de la transition, qui va se traduire dans les 3 budgets ou les 2 budgets, parce qu'on a déjà géré un budget, les 2 autres budgets qui viennent, mais il faut que je sache c'est quoi mon budget de l'année prochaine. C'est un plan triennal de développement agricole. Oui. Quel est le taux alloué à l'agriculture, le budget, combien de pourcents? C'est pas fini encore. Faites le lobbying pour moi, pour que je puisse avoir un peu plus de moyens. Vous aviez combien l'année dernière? 4,6. 4,6. Okay. Bien. Pour le secteur agricole, qui inclut la pêche et l'environnement. Et vous visez quoi?
Et la norme africaine, c'est 10. Les grandes gueules. 10%. Des chances d'y parvenir avec le CNRD? J'ai pas compris. Des chances de parvenir à ce seuil-là avec le CNRD? On est sincèrement le secteur le plus soutenu, l'un des plus soutenus par le président. Bien. Et on verra cette année. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. J'espère que la prochaine fois aussi sera acceptée. Merci, avec plaisir. Voilà, Mamoudou Nadialin Bari, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, il était notre invité ce matin dans les Grandes Gueules.